L'eau est une source de vie qui se raréfie. Et il est question au cours de la semaine de l'eau, la 7e du genre, qui se déroule à Libreville, la capitale du Gabon, en Afrique centrale, de trouver des voies et moyens qui permettent de mettre à disposition dans les villes, les villages, pourquoi pas, de l'eau en quantité suffisante et de l'eau de qualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Sociétal. Sociétal, un numéro consacré donc à l'eau, qui est source de vie, mais qui est en train de se raréfier. Et comme invité sur ce plateau, M. Abdoulaye Sène, président du comité d'organisation du Forum mondial de l'eau Dakar 2021, qui a fait le déplacement de Libreville et qui a beaucoup travaillé depuis son arrivée, on peut en témoigner. Et de quoi est-il question exactement dans ces différents ateliers, quand on sait, parce que vous nous l'avez appris, que le continent africain a très peu de stockage d'eau? Oui, je pense que c'est une rencontre extrêmement importante pour d'abord faire le point sur les problèmes d'eau que rencontrent les différents pays, les différentes collectivités, les différentes populations de l'Afrique, étant entendu que les situations sont très variables, que vous soyez dans le nord de l'Afrique, à l'ouest, à l'est, en Afrique centrale où nous sommes, où généralement on considère que les ressources en eau sont beaucoup plus gracieuses, la situation est très différente. Donc il s'agit, à l'occasion de cette semaine de l'eau, de faire le point, de voir comment se présente la situation, quelles sont les avancées, quels sont les gaps, et comment il faut répondre aux attentes des populations. Alors ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose d'abord de dire, écoutez, comment faut-il investir? Où trouver l'argent? Avec quel type d'infrastructure ou quelle technologie il faut organiser l'approvisionnement en eau des populations? Et si on réalise les infrastructures, comment il faut gérer ça? Avec quel type de compagnie? Avec quel type d'acteurs? Et si on doit l'exploiter, il faut assurer la durabilité. Comment assurer cette durabilité? Il faut faire payer, il ne faut pas faire payer, comment il faut faire payer. Mais au-delà de ça, et vous l'avez dit, il y a le problème des menaces sur la ressource elle-même. Comment protéger cette ressource-là dans un contexte de changement climatique où nous savons tous que ce changement climatique fait peser des contraintes nouvelles sur la ressource en eau. Et on parle de plus en plus de stress hydrique. C'est votre jargon. Ça ramène à quoi? Alors, le stress hydrique, c'est quand dans un pays, la ressource renouvelable annuellement descend en dessous d'un certain seuil. Si on considère les ressources renouvelables, c'est-à-dire que la pluie, les cours d'eau qui se renouvellent, les nappes alluviales qui se renouvellent, tout ça, on calcule le volume et on rapporte ça à la population. En dessous d'un certain seuil, on dit que ce pays est en situation de stress parce que la quantité d'eau disponible par habitant est à un seuil tellement critique qu'à tout moment, des situations catastrophiques pourraient se trouver dans ces pays-là. On n'est pas dans la situation de stress dans un pays comme le Gabon, en Afrique centrale. On commence à être dans des situations de stress quand on arrive maintenant dans des pays subsahariens où effectivement vous vous retrouvez avec des niveaux de ressources en eau renouvelables, mettons 2000 mètres cubes par an, parce qu'on considère que l'être humain a besoin, juste pour boire, et faire ses besoins naturels, d'un minimum de 10 litres par jour. 10 litres par jour, c'est le minimum. Il devrait en consommer, il devrait en boire 3 ou 5 oui, 2, 3, et consommer les autres. Et quand maintenant il s'agit de considérer maintenant un niveau
relativement confortable. On considère que les projets que chaque État doit mettre en œuvre doivent pouvoir allouer au moins 35 litres par habitant par jour. C'est-à-dire que l'OMS recommande que dans chaque pays, on puisse permettre à chaque citoyen d'accéder à l'eau à une quantité minimale de l'ordre de 35 litres habitant jour. Maintenant, quand vous êtes dans une situation extrême de stress, c'est autour de 10 litres par jour, parce que dans ces 10 litres par jour, vous devez boire, vous devez organiser la cuisine, vous devez organiser les problèmes de santé, etc. Donc ça, à partir de ce niveau de 10 litres par habitant par jour, vous êtes véritablement dans une situation de stress hydrique. Alors nous vous proposons quand même d'en venir au lancement de cette semaine de l'eau à Libreville il y a quelques jours, avant de poursuivre pour évoquer notamment les aspects liés au gaspillage de la ressource, parce qu'il y en a parfois énormément de gaspillés. Organisée chaque 2 ans par le Conseil des ministres africains en charge de l'eau en collaboration avec l'Union africaine, la 7e édition de la Semaine de l'eau est abritée par le Gabon, à un moment où la recherche des solutions idoines à la raréfaction de l'eau et à son assainissement en Afrique est plus que par le passé un enjeu majeur. L'Afrique, avec le taux de stockage en eau le plus faible, est très vulnérable au changement hydraulique. En relation en partie avec cette faible utilisation de l'eau en agriculture, l'Afrique présente la productivité agricole la plus faible au monde. Sans investissement très important en infrastructures hydrauliques pour stocker l'eau, les économies africaines continueront d'être vulnérables aux sécheresses et aux inondations. Durant 5 jours, les différents acteurs des questions de l'eau dans le continent et en dehors échangeront en séance plénière, sessions thématiques et focus pays autour du thème vers la réalisation de la sécurité de l'eau et l'assainissement géré de manière sûre pour l'Afrique. Une grande partie de la population mondiale, soit plus de 2,1 milliards, manque d'accès à des services d'eau et d'assainissement de base, dont 340 millions d'Africains qui manquent encore d'eau potable et plus de 553 millions n'ont pas accès à l'assainissement de base. Notons que la 6e semaine africaine de l'eau s'est tenue en 2016 en Tanzanie autour de la réflexion atteindre les objectifs de développement durable sur la sécurité de l'eau et de l'assainissement. Alors environ 340 millions d'Africains manquent d'eau potable selon les chiffres avancés par les Nations Unies. C'est quand même énorme. Énorme, surtout quand on a à l'esprit le taux de croissance de notre population, surtout quand on a à l'esprit également la dégradation des ressources, surtout quand on a également à l'esprit des problèmes de pollution, mais surtout de changement climatique. Cela veut dire que nous sommes véritablement dans une situation très délicate qui nécessite de la part des États africains d'abord, mais aussi de la communauté internationale dans une dynamique de solidarité, de se pencher sérieusement sur la question de l'eau, parce que vous l'avez dit, elle est vitale pour le bien-être, mais l'eau est aussi vitale pour le développement. L'eau reste la denrée qui traverse tous les objectifs de développement durable. Vous retrouvez l'eau dans la santé, vous retrouvez l'eau dans l'énergie, vous retrouvez l'eau dans l'habitat. Donc, tous les paramètres en lien avec le développement durable dépendent fondamentalement de l'eau comme ressource fondamentale. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, dont un de ces objectifs, l'objectif 6, est dédié à l'eau, on considère effectivement qu'il y a un travail extrêmement important à faire pour pouvoir atteindre l'accès universel à l'eau en 2030. Et c'est un engagement de la communauté internationale de faire en sorte que, dans une démarche de construction collective et solidaire, tous les États, chacun en ce qui les concerne, mais tous ensemble, globalement, mettent ensemble leurs moyens pour faire en sorte qu'en Afrique et ailleurs,
toutes les populations puissent accéder à l'eau de façon universelle, de façon durable, et ceci aussi partout où ils peuvent se trouver. Alors, il y a aussi le gaspillage de la ressource qui pose problème. C'est certain. Quand on en arrive à tout ce qui est eau en milieu urbain notamment, parce que c'est plus là que les problèmes se posent, on peut effectivement penser que les équipements domestiques, que ce soit prendre un bain, prendre une douche, utiliser certains accessoires, utiliser des quantités d'eau extrêmement importantes. Et il y a, dans une démarche d'innovation, possibilité de réduire de façon drastique l'eau qui est consommée par tête d'habitant. Mais le problème n'est pas seulement là. Quand vous regardez l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup aussi de gaspillage dans l'agriculture, si vous regardez à l'échelle mondiale, plus de 60% de l'eau qui est consommée à travers l'agriculture. Dans certains pays, c'est 80%, là où les techniques d'irrigation sont consommatrices d'eau à l'excès. Mais aujourd'hui, on a de nouvelles technologies. Et qu'en est-il de l'irrigation ou bien de l'arrosage goutte à goutte qui a été promu dans pas mal de pays, dont le Sénégal? Absolument. Donc, quand j'ai parlé de l'agriculture, jusqu'à présent, on faisait de l'agriculture par aspersion, on faisait de l'agriculture en irriguant à grande eau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus se permettre de continuer à irriguer sur certaines cultures de cette manière. Et des technologies aujourd'hui existent qui permettent de rationaliser la consommation de l'eau pour les plantes. Et la technique du goutte à goutte reste aujourd'hui une des techniques les plus performantes en la matière, parce qu'il s'agit de donner à la plante l'eau dont elle a juste besoin. Vous n'avez pas besoin de surirriguer, parce que si vous surirriguez, tout va en évaporation, vous perdez l'eau, ou elle s'infiltre d'une manière désordonnée, et c'est du gaspillage. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'autant dans les maisons, dans les domestiques, pour l'arrosage municipal, qu'au niveau de l'agriculture, qu'on développe des technologies, des systèmes qui permettent de consommer l'eau efficacement sans qu'il y ait de gaspillage. Et le goutte à goutte reste, de ce point de vue, la technique d'irrigation dans l'agriculture qui est la plus performante, parce que véritablement permettant de donner à la plante ce dont elle a besoin sans qu'il y ait un excès. Alors, le réchauffement climatique entraîne pas mal de complications. Certains évoquent le réchauffement climatique dans la situation en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud et dans la ville du Cap. Est-ce que sur le reste du continent, il y a les mêmes risques liés au changement climatique? Absolument. Pas seulement sur le continent, mais à l'échelle mondiale. Et c'est très important de toujours ramener la question du changement climatique à l'échelle mondiale pour que tout le monde comprenne que nous devons travailler la main dans la main pour résoudre cette question du changement climatique. Vous avez pu constater que depuis qu'on parle de ce changement climatique, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Et quand on dit sécheresse, ça veut dire qu'il y a moins d'eau, de pluie, donc moins de recharge des nappes, moins de débit dans les cours d'eau, et donc moins d'eau disponible pour les populations. Mais ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que le changement climatique perturbe le régime des pluies. Vous pouvez avoir des sécheresses, mais vous pouvez aussi avoir des épisodes où il y a des quantités très importantes qui tombent en une fois, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes d'inondation, de dégâts humains, matériels, etc. Et le problème du changement climatique, c'est surtout le dérèglement que ça introduit dans ce que nous avions l'habitude de connaître. On savait que oui, en période au Sénégal d'hivernage, l'hivernage commence en juin et se termine en octobre. Mais avec le changement climatique, vous pouvez vous retrouver avec les premières pluies qui arrivent seulement en début août. Alors, ce qui fait que ça réduit la disponibilité d'eau et donc ça perturbe le calendrier culturel. Mais vous pouvez vous retrouver avec des pluies qui, en général, ne dépassent jamais 80 mm, par exemple, par jour. Et puis, subitement,
vous vous retrouvez avec une pluie qui vient à 200 mm par jour et qui vient vous créer des inondations à Dakar, dans d'autres capitales. Donc, la question du changement climatique pose de nouveaux problèmes auxquels la science doit, en tout cas, apporter des réponses. Les populations doivent également apprendre à s'adapter. Il faudrait que quand un hivernage arrive, qu'on ne puisse pas dire seulement, dans un pays comme le Sénégal, je vais faire de l'arachide, mais se préparer à pouvoir faire de l'arachide, si l'hivernage semble normal, ou faire des haricots pour pouvoir s'adapter à des cycles plus courts. Mais il y a aussi il y a dans ces cas-là les habitudes alimentaires. Comment les changer? Absolument. Et c'est pour ça que l'on dit que le changement climatique va induire des changements sociétaux. Il est même démontré aujourd'hui que certaines espèces animales vont migrer et qu'il y a certains animaux qui existaient en Afrique et qui n'existaient pas en Europe parce qu'il faisait plus froid. Avec les perturbations, peut-être que certains de ces animaux ne pourront plus vivre en Afrique, mais vivront peut-être en Europe, etc. Donc, c'est juste pour schématiser, pour montrer que le changement climatique va complètement obliger l'humanité à revoir fondamentalement ses modes de production et ses modes de consommation. Parce que quand on ne peut plus produire du riz, comme vous dites, ou telle autre céréale dans telle partie du monde, et que c'est une autre céréale qu'il faut produire, il faut qu'il y ait effectivement des changements. Mais dans un contexte de mondialisation, si le monde, l'humanité s'organise, nous savons que les intelligences, les capacités sont là pour véritablement permettre à l'humanité de s'adapter. Et c'est pour ça que quand on parle de changement climatique, il y a deux mots qui sont des mots clés. L'adaptation, faire en sorte que chacun s'adapte, et l'atténuation, faire en sorte que notre empreinte, et donc les conséquences qui découlent de notre façon de vivre, soient amoindries du point de vue de leur impact sur le climat. Donc ces deux mots sont les mots en tout cas les plus essentiels. L'adaptation, il faut s'adapter, et vous avez bien raison de dire qu'il faut adapter. Il faut même peut-être adapter, comme vous dites, notre régime alimentaire, notre régime de vie. Il faut adapter beaucoup de choses, notre régime de consommation. Et en Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui attire particulièrement notre attention, c'est la Guinée, qu'on a toujours appelé le château d'eau de l'Afrique. La Guinée a pourtant, comme bien d'autres pays, pas mal de soucis d'assainissement en eau. Comment en est-on arrivé à pareille situation? Absolument. En fait, parlant de l'assainissement, ça découle essentiellement des quantités d'eau extrêmement importantes qui tombent dans un pays comme la Guinée. Quand vous dites effectivement que la Guinée, pour être plus précis, le Fouta-Djallon est le réservoir naturel ou le château d'eau naturel de l'Afrique de l'Ouest, ça tient au fait qu'il y a d'importantes quantités d'eau qui tombent sur le Fouta-Djallon, qui ruissellent et qui donnent naissance donc à l'ensemble de ces cours d'eau qui irriguent l'Afrique occidentale, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger. Et quand vous allez en Guinée maintenant, vous avez le problème qu'il s'agit de terres souvent assez imperméables pour faciliter les écoulements. Et quand vous y ajoutez le fait qu'on y construise et qu'en plus de ça, on artificialise les terres, c'est-à-dire qu'au lieu de permettre l'infiltration, on met en place des routes goudronnées imperméables, on construit des maisons, on met des dalles qui sont imperméables. Tout ça donne beaucoup d'eau qu'il faut canaliser. Et si effectivement dans les schémas d'urbanisation, on n'intègre pas des travaux d'assainissement, notamment d'assainissement pluvial adaptés, mais ce sont des inondations effectivement qui peuvent constituer un risque majeur pour des localités pareilles. Donc à la base, doit-on comprendre que ces problèmes d'assainissement sont liés à de mauvais investissements, à de mauvais choix? On peut dire que c'est des problèmes d'aménagement qu'il intègre. C'est-à-dire, il faut que les habitations
les types d'urbanisation prennent en compte la pluviométrie, les sols et donc l'hydrologie en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il ne s'agit pas de construire dans une zone où il pleut beaucoup, de la même manière qu'on construirait dans une zone de savane, où vous avez du sable, ça peut s'infiltrer facilement. Mais quand vous êtes dans des zones, notamment à côté du massif du fleuve Jalon, parce qu'on parle de ce massif, parce que c'est une montagne, et c'est une montagne qui était généralement très boisée, et nous savons tous aujourd'hui qu'il y a des problèmes de déboisement qui font peser des risques extrêmement importants sur d'ailleurs cette source pour nos cours d'eau. Quand vous êtes dans des zones pareilles, il faut que le type d'habitat soit adapté, il faut que les canalisations d'évacuation d'eau pluviale soient dimensionnées en conséquence, il faut que les routes soient tracées et construites en tenant compte de cela. On ne construit pas une route au Sénégal comme on l'a construit au Gabon, parce que les intempéries ne sont pas les mêmes. Vous pouvez vous permettre au Sénégal de construire une route en considérant qu'autour il y a du sable, mais en Guinée, si vous êtes dans certaines zones, vous devez construire autrement la route et doter cette route-là de systèmes d'évacuation d'eau qui ne sont peut-être pas nécessaires dans d'autres zones où la pluviométrie n'est pas aussi importante. Donc, il faut tout adapter. Et le mot adaptation revient comme étant le maître mot de tout ça. Tout adapter, il faut réadapter nos habitudes, réadapter aussi notre approche de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que les problèmes en eau sont également liés, comme on vient de le voir, au réchauffement climatique. Donc, il y a aussi un cas qui nous interpelle, hein, c'est celui du lac Tchad. Le lac Tchad, dont on a beaucoup parlé, mais on a quand même découvert à l'issue du forum des chefs d'État de la région qui s'est déroulé récemment à Abuja, que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on imaginait, et on a vu que ce lac eh bien, est devenu de plus en plus étroit. Donc Séni Amar nous propose de voir un peu l'ampleur des dégâts liés au changement climatique au niveau du lac Tchad. Plus les années passent, plus le lac Tchad se rétrécit. En un demi-siècle, il est passé de 25 000 km² à 2500 à cause du réchauffement climatique. Si bien que sa disparition complète sous l'effet du réchauffement inquiète ces millions de personnes qui dépendent de cette eau pour survivre via notamment la pêche, l'agriculture, l'élevage et le commerce dans les pays frontaliers. Pour sauver le lac Tchad, plusieurs projets ont vu le jour ces derniers temps, à l'image de celui de l'UNESCO baptisé Biopal. Il vise à accroître les connaissances sur le lac, restaurer les zones humides, réhabiliter les corridors de migration de la faune sauvage, promouvoir les activités génératrices de revenus durables et a pour but principal de dresser un état des lieux de ressources hydrologiques, naturelles, socio-économiques et culturelles du lac. Le Transaqua, vieux de 80 ans, est l'autre projet qui a été choisi fin février dernier par les chefs d'État directement concernés par le bassin pour limiter le rétrécissement de l'ancien plus grand lac du continent. Le Transaqua est un projet de transfert d'eau interbassin en provenance de certains fleuves du Congo. Mais selon les experts, ce projet pharaonique nécessite un financement de plus de 50 milliards de francs CFA. Rappelons que le bassin du lac Tchad constitue l'une des plus importantes ressources d'eau douce qui fait vivre un peu plus de 40 millions de personnes des pays limitrophes que sont le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad dont il tire le nom. Le lac Tchad, on vient de le voir, est en grande difficulté et les populations environnantes avec. Tout à fait. Alors, c'est un cas typique de ce qui peut arriver quand il n'y a pas une gestion intégrée, une gestion prospective de la ressource en eau. Vous avez parlé tantôt du problème du Fouta-Jalon. Ça ne se voit pas parce que le Fouta-Jalon, ce n'est pas un lac. Mais pour ceux qui connaissent le Fouta-Jalon,
les inquiétudes aujourd'hui seront aussi importantes parce que les conséquences seront pour demain. Parce que quand on va déboiser, quand on va mettre en culture des zones qui auparavant étaient des zones avec des écosystèmes qui permettaient un ruissellement contrôlé, une bonne infiltration, et qu'on déboise et qu'on perturbe tout cela, les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, quand on revient au cas du lac Tchad, c'est tout à fait une analyse, certes, beaucoup plus complexe, mais qui s'assimile facilement à ce que on vient de dire. Quand il y a la sécheresse, il y a moins d'eau de pluie, donc il y a moins de ruissellement pour alimenter le lac. Mais si en plus de cela, les petits cours d'eau qui venaient alimenter le lac sont desséchés, parce que c'est des cours d'eau qui viennent d'ailleurs, aussi on fait des aménagements à l'amont, sans tenir compte des conséquences sur l'aval. Si également on déboise, ce qui bien sûr fait que l'eau qui arrive ne peut plus ruisseler comme ça devait ruisseler, ne peut pas s'infiltrer de la même manière que ça devait s'infiltrer, on est effectivement dans une problématique où c'est l'écosystème qui est totalement perturbé, d'abord par le changement climatique, mais aussi par l'intervention de l'homme dans des aménagements qui n'ont pas été concertés ou étudiés de manière à mettre au cœur de tout cela la préservation de la ressource. Heureusement aujourd'hui que le constat a été fait et qu'il y a une prise de conscience réelle au niveau politique le plus élevé pour dire qu'il faut arrêter cette tendance et il y a des solutions techniques. J'ai entendu parler d'un projet pharaonique, mais quand vous regardez ce qui a été fait en Chine en termes d'interconnexion de bassins, où on est allé chercher de l'eau dans certaines zones pour aller alimenter des zones qui sont à des milliers de kilomètres pour prendre de l'eau là où elle est abondante et alimenter là où il y a des stress. Quand on voit le projet aujourd'hui d'interconnexion également des bassins versants que l'Inde veut mettre en place, je pense que l'Afrique n'a pas le choix. C'est le genre de projet qu'il faut faire parce qu'il y va de la survie de nos populations. Il y va de l'avenir de nos pays. Et je pense que l'on doit arrêter de se faire peur en parlant de projets pharaoniques parce que quand cela s'impose, il faut le faire. Et le lac Tchad doit être sauvé au regard de tous les enjeux qui ont été évoqués dans ce reportage et pour l'avenir également. Parce que le lac, ce n'est pas seulement pour nourrir les quelques agriculteurs. Oui, mais pour sauver le lac Tchad, il faut mobiliser des ressources. A-t-on sur le continent africain des fonds propres qui permettent de relever le défi? À mon avis, oui. Je suis absolument d'avis que des projets comme celui du lac Tchad, des projets comme les grands barrages de Inga et autres, quand vous regardez les bénéfices qui sont attendus, qui sont énormes, on peut effectivement trouver les mécanismes de financement qui permettent de financer tout cela. Parce que si vous ne le faites pas, le coût de la non-réalisation est nettement plus important que le coût de la réalisation. Donc le choix économique est vite fait. Et il y a des ressources, il y a des moyens, c'est une question de volonté politique et de priorité, de priorisation de l'allocation des ressources. Si vous savez que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'avenir, oui, l'Afrique a le moyen, certainement, de ne plus mettre l'argent dans certaines catégories de dépenses et de dire, mettons l'argent là où c'est essentiel, là où on peut avoir les leviers qui vont permettre à l'Afrique de décoller. Et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes bien entendu sur Sociétal, votre magazine de société, et que l'invité aujourd'hui pour ce thème, l'eau, source de vie, une source de vie qui se raréfie, est M. Abdoulaye Sène, qui est président du comité d'organisation du Forum de l'eau 2021 à Dakar, au Sénégal, pays de la Teranga. Ça nous permet d'aborder maintenant le thème de ce forum 2021, ce forum mondial de l'eau, après celui du Brésil. Merci en tout cas d'avoir rappelé que le Sénégal reste
le pays de la teranga, le pays de l'accueil. C'est un privilège, un grand honneur qui a été fait au Sénégal de lui confier la préparation et l'organisation de ce grand forum mondial de l'eau. Le forum mondial de l'eau est le plus grand événement au monde qui traite des questions de l'eau. Et le Sénégal précise toujours qu'en fait, nous allons l'accueillir au Sénégal, mais c'est pour le compte de toute l'Afrique. Nous allons profiter de ce forum pour remettre l'eau au cœur de l'agenda mondial, mais en veillant aussi à faire émerger en priorité les vrais défis de l'eau en Afrique. Et c'est extrêmement important. Vous avez évoqué tantôt la question du lac Tchad, vous avez parlé, on a parlé du massif du Fouta-Jalon, on aurait pu parler du fleuve Congo avec son potentiel hydroélectrique qui aurait pu permettre à l'Afrique de ne même plus avoir besoin de construire de centrales thermiques, sauf pour des questions de sécurité. Mais on a un potentiel énorme. Il faut que l'Afrique se retrouve avec ses partenaires pour voir comment protéger ses ressources, c'est important, les aménager et valoriser ce potentiel-là pour que le bien-être de nos populations et le développement durable soient assurés. Mais vous avez vu également que le thème de ce forum, c'est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Et en pensant à la sécurité de l'eau, on pense, faire en sorte que le changement climatique ne vienne pas nous créer des problèmes comme ceux du lac Tchad et ailleurs, que l'on puisse également faire en sorte que l'aménagement des hauts bassins comme le Fouta-Jalon et ailleurs ne viennent pas mettre en péril les cours d'eau, parce que si on n'aménage pas bien ou si on exploite mal ces espaces que constituent les massifs, mais les risques sont énormes que nos cours d'eau soient condamnés, en tout cas à un avenir absolument difficile pour les pays qui sont à l'aval. Donc il faut parler de cette sécurité. Mais la sécurité de l'eau, c'est aussi faire en sorte que les pays qui partagent des bassins, en Afrique, il y a 63 bassins transfrontaliers partagés par des États. Il y a peut-être moins d'une dizaine qui aujourd'hui bénéficient d'un cadre institutionnel qui permettent d'organiser la coopération, la solidarité, des aménagements communs et faire en sorte que cette ressource qui est partagée soit utilisée équitablement, solidairement par l'ensemble du pays. Ça aussi, la sécurité. Vous voulez dire que pour la sécurité de l'eau, par exemple, il faudrait des dynamiques régionales? C'est fondamental. La coopération est fondamentale. Prenons un cas qui est très typique, le cas du fleuve Sénégal, qui est partagé par 4 pays. La Guinée, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Vous savez que pendant longtemps, ce fleuve ne disposait pas d'un cadre institutionnel. Mais quand nous sommes tombés dans la période de sécheresse critique des années 70, les chefs d'État se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le choix, que ce cours d'eau était à la limite la source qui pouvait permettre à ces pays de développer une certaine résilience par rapport à la sécheresse. Et il a fallu cette période très critique et très difficile pour convaincre et pousser la volonté politique à s'organiser autour, créer une organisation, l'OMVS, s'entendre sur un programme d'aménagement. On va faire un barrage au Mali, mais ce barrage va servir au Sénégal et à la Mauritanie, et tout le monde l'accepte. On va peut-être faire un barrage au Sénégal, mais il va servir à la Mauritanie, etc. Mais dans une démarche concertée, optimisée, on aménage le cours d'eau. Ça aurait pu être, par exemple, le cas aussi du Congo. Et ailleurs, on dit l'Afrique est le pays qui consomme ou qui dispose le moins d'énergie électrique. Entendons-nous, construisons un grand barrage sur le Congo, que chacun y trouve son compte, et tout en préservant les intérêts des pays traversés, essayons d'en faire profiter d'autres. Donc, cette sécurité... Mais est-ce que finalement les barrages ne sont pas les solutions les moins, on va dire, ne sont pas les solutions les moins bonnes, puisqu'on voit ce qu'il se passe dans certains pays et parfois les experts disent que ça nécessite
de détruire les forêts, etc. Est-ce que les barrages, tels qu'on les voit aujourd'hui, sont les moyens les plus efficaces pour nous renforcer? C'est une question d'école. Vous avez entendu tantôt le secrétaire exécutif de l'AMCAO dans votre reportage dire que c'est le continent où il y a le moins de stockage. Alors, quand il dit stockage, il faut voir les réservoirs artificiels qui sont à l'amont des barrages. C'est-à-dire, ce qu'il a voulu dire, c'est que nous n'avons pas assez de barrages. L'eau arrive, s'écoule et va à la mer. Prenez le fleuve Sénégal ou n'importe quel pays. Regardez les quantités d'eau. Prenez ce pays qui est ce fleuve Sénégal. Vous perdez chaque année plus de 10 milliards de mètres cubes d'eau qui sont déversés en mer. Je connais des pays, je ne les citerai pas, qui ne disposent pas de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau pour leur agriculture, leur industrie, pour boire, et qui sont des pays développés grâce à cette quantité d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mauvais débat qu'on pose à l'Afrique en lui disant les barrages, ça pose problème. Non, on continue de construire des barrages un peu partout à travers le monde. La Chine aujourd'hui a réussi à régler son problème d'électricité grâce au barrage des Trois Gorges. Et quand ce barrage, il en était question, le monde entier s'est élevé en disant ça va être une catastrophe écologique. La Chine a dit peut-être bien, mais c'est ça qui va me permettre moi de survivre. Et si la Chine n'avait pas construit ce barrage, la Chine serait encore dans des problèmes d'électricité. Donc en fait, c'est une caricature. Il y a un moment où effectivement il faut arrêter de construire des barrages, mais il y a un moment, et c'est bien que cela ait été réparti, où il faut construire des barrages. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent où il y a le moins de barrages, le moins de réservoirs artificiels. Ça veut dire qu'il faut donc, on a encore une marge extrêmement importante. Et quand on dit on détruit, non, c'est une question simplement de prendre en charge les impacts et de faire les aménagements écologiques et écosystémiques qui vont avec. Et en parlant d'efforts qui sont consentis ou bien qui ont été consentis dans certains pays africains pour permettre aux populations d'avoir de l'eau en quantité et permettre également de développer l'agriculture, il y avait Mouammar Kadhafi en Libye et nous vous proposons d'aller voir ce sujet pour nous rendre compte que de gros efforts avaient été fournis dans ce pays. Rendre le désert vivable pour des milliers de Libyens, c'est la folie qu'a eue Mouammar Kadhafi pour son pays. La Libye, vaste nation d'Afrique, est frontalière à la mer Méditerranéenne au nord et entourée par le désert du Sahara sur toute sa frontière terrestre. Autrefois pays désertique et aride à 95% avec des pluies très rares et des températures très élevées, au point où la ville d'El Azizia a enregistré la plus haute chaleur naturelle jamais atteinte, plus de 58 degrés Celsius. C'est en tenant compte de tous ces phénomènes que le guide libyen Mouammar Kadhafi va lancer son projet pharaonique de grandes rivières artificielles. Dans les années 50, lors des opérations de forage des puits de pétrole, 2 grandes nappes phréatiques ont été découvertes dans le désert libyen, le bassin Nubi à l'est et celui de Marzouk à l'ouest. Suite à cette découverte, à peine arrivé au pouvoir, Mouammar Kadhafi promet de faire jaillir cette eau souterraine dans le désert et ainsi créer une rivière qui alimentera les grandes villes du nord en eau douce. Pour permettre à son État de se lancer dans l'agriculture et atteindre un rêve, celui de l'autosuffisance alimentaire. Dès 1983, le projet démarre officiellement pour finir 27 ans plus tard. Concrètement, le projet commence par la phase de construction des pipelines. Il s'agit d'installer un réseau de cette matière en profondeur sous le désert du Sahara pour pomper l'eau dans la nappe de Nubi et Marzouk pour l'acheminer jusque dans les grandes villes du nord à travers des pipelines, d'où le thème de grandes rivières artificielles. Ces réalisations, qui ont nécessité un financement de 30 milliards de dollars, s'étendaient sur un réseau de 5000 km à la fin du projet. Disposant désormais de l'eau 24 heures sur 24, le pays se lance dans l'agriculture et pour la première fois, le monde découvre les fruits et légumes made in Libya. Avec le printemps arabe, aujourd'hui, ce projet est mal au point. C'est un rêve qui a été coupé net. Oui, et moi j'y ai cru.
Et vous savez, le Sénégal a eu aussi des projets de ce type qui ont été conçus et étudiés. Mais ce que je veux dire encore, qui me rassure, hein, par rapport à ce que je disais tantôt, c'est que ces grands ouvrages sont incontournables si on veut développer l'Afrique. C'est incontournable. J'ai évoqué tantôt le plus grand barrage au monde, qui est le barrage des Trois Gorges en Chine. Si la Chine ne l'avait pas, la Chine serait encore dans des problèmes énormes pour son agriculture, pour le contrôle des débits en matière d'inondation, mais pour également sa consommation énergétique. Est-ce que le nombre de barrages dont le continent africain a besoin a été estimé? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est très simple. L'Afrique retient à peine moins de 10% de ses écoulements. Moins de 10% de ses écoulements. Mais regardez les États-Unis. Elles se sont développées grâce à quoi? Que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'alimentation de ces grandes villes, grâce aux barrages et grâce aux grands canaux. Regardez également l'Europe. L'Europe, pendant longtemps, s'est développée grâce aux canaux, avec les barrages qui vont avec. La France, que nous connaissons un peu mieux, mais également d'autres pays européens. Regardez également, j'ai parlé de l'Asie, j'ai parlé de l'Europe. Tous ces continents ont eu à réaliser des infrastructures stratégiques en matière d'eau pour pouvoir porter leur développement. Et aujourd'hui, on dit, oui, bon, ça pose des problèmes. Non, ça ne pose pas des problèmes en Afrique. Nous avons des réserves en eau énormes qui s'écoulent, qui se perdent en mer. Et c'est comme disait l'autre, vous êtes assis sur du diamant et vous tendez la main pour demander 10 francs CFA. C'est ça aujourd'hui qui se pose. Aujourd'hui, on parle de problèmes d'alimentation, d'insécurité alimentaire en Afrique. Pourquoi? Mais parce que vous avez les paysans du Sahel qui comptent sur 2 à 3 mois d'hivernage pour cultiver, alors qu'il a 12 mois. Pourquoi on ne ferait pas des barrages et on ferait des canaux et on ferait de l'irrigation? Mais sur le plan culturel, justement, ça ramène à ce dont nous parlions. Ça va peut-être poser un problème? Non, non. Je vous donne un exemple très typique. Vous savez que le Sénégal, c'est un pays où la céréale naturelle, c'est quoi? C'est le mil. Mais quand on parle du Sénégal, les gens pensent plus le riz, le thiéboudienne. Mais vous savez comment le riz est venu? Ce sont les Français qui nous ont amené le riz brisé d'Indochine dans un système de schéma d'exploitation des colonies en disant on a de la brisure de riz en Indochine, vous n'avez plus besoin, vous, de cultiver des cultures vivrières, vous allez vous occuper de cultiver des cultures industrielles, l'arachide, pour faire marcher nos huiles, etc. Je caricature, mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on pense que le Sénégal est un pays naturellement consommateur de riz, ce qui n'est pas le cas. Mais je vais beaucoup plus loin que ça. Ces changements peuvent s'opérer très facilement. Très facilement. Et je sais qu'il y a eu des pays qui ont décidé effectivement de s'affranchir de certains types de consommation pour mieux valoriser leur production locale de céréales et d'autres. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, le gros enjeu pour l'Afrique, c'est de mettre la question de l'eau au cœur de ses priorités. Si Israël n'avait pas le National Water Carrier, ce qu'ils appellent un canal, le désert du Negev n'aurait jamais verdi. La technologie dont vous parlez du goutte à goutte a été développée en Israël grâce à ce National Water Carrier. Ça veut dire que si vous analysez tous les pays du monde qui se sont développés, ils se sont développés après avoir réglé la question de l'eau, après avoir maîtrisé la ressource en eau. Et aujourd'hui, en Afrique, on est très loin de cela. Si vous regardez en matière de stockage, on est largement derrière tous les continents. On ne contrôle pas nos cours d'eau, on n'irrigue pas nos terres, on continue de vouloir dépendre de la pluviométrie dans un contexte de changement climatique. On n'a pas assez d'infrastructures pour donner de l'eau à nos populations pour boire. On n'a pas assez d'infrastructures hydrauliques pour développer le tourisme, l'industrie. Donc ça veut dire que oui, peut-être que je suis un homme de l'eau et
je peux avoir ce biais, mais fondamentalement, nous savons que si l'Afrique ne règle pas la question de l'eau, elle ne réglera pas les autres problèmes. Justement, la semaine africaine de l'eau se déroule actuellement à Libreville. Quelles sont les grandes décisions qui vont en découler en attendant le forum de l'eau de Dakar en 2021? Alors, les grandes décisions, je devrais d'abord dire que ces semaines ont d'abord pour vocation de renforcer la prise de conscience des acteurs et d'abord des acteurs politiques sur l'importance qu'il faut accorder au secteur de l'eau. Et là, on a eu quand même la présence d'un certain nombre de ministres qui ont écouté, qui ont partagé et qui, j'en suis sûr, sont repartis avec la conviction que oui, l'eau reste véritablement une denrée qui doit être considérée comme denrée prioritaire, qui nécessite des investissements importants, donc nécessité dans nos budgets nationaux de mettre l'accent sur l'eau, parce que pendant longtemps, on avait de grands projets, mais on se disait toujours qu'il faut aller chercher le financement. Oui, quand on parle de projets pharaoniques, quand on dit la grande folie, j'ai bien entendu. Mais justement, il est question d'aller chercher les financements. Pourquoi ne pas mettre en place des mécanismes qui permettent de trouver l'argent sur place, de s'autofinancer? Alors, vous avez dû suivre une de nos présentations du Sénégal. Nous avons dit qu'à Brasilia, le Sénégal a lancé, sur proposition du président Macky Sall, le processus de création d'un fonds bleu. Ce fonds bleu, il ne va pas seulement dépendre des financements extérieurs. Déjà, le Sénégal a lancé l'initiative de créer le fonds bleu national. Donc, on va prendre des fonds de pension, on va prendre l'épargne nationale, on va prendre l'argent des acteurs locaux pour financer un fonds qui sera dédié aux questions de l'eau uniquement. Nous sommes en train de travailler avec la BAD, avec certains pays comme l'Afrique du Sud, l'île Maurice, qui avec le Sénégal étaient membres du panel des Nations Unies sur l'eau, pour dire on va créer à l'échelle de l'Afrique un fonds bleu africain qui va être dédié à ça. Vous savez aussi que récemment, les chefs d'État du bassin du Congo se sont retrouvés, ils ont créé un fonds bleu. Et le fonds bleu mondial, il est également sur la route. Mais ces fonds-là, nous avons dit qu'il faut d'abord qu'ils soient alimentés par l'intérieur, par les nations, par les pays africains. Parce que, vous le savez très bien aujourd'hui, le monde est dans une mutation, avec des crises, avec des évolutions qui vont faire en sorte que si on veut vraiment régler des grands problèmes, les continents, les pays doivent d'abord compter sur leurs propres ressources. Et Dieu sait que l'Afrique a les moyens de créer un fonds bleu africain qui va gérer la problématique des grands investissements sur nos grands cours d'eau, qui va gérer la question de l'accès universel à l'eau, qui va gérer la question de l'eau agricole pour l'irrigation et ainsi faire en sorte que nous puissions disposer du levier, du premier levier indispensable pour développer un pays et améliorer le bien-être. Le Forum mondial de l'eau Dakar 2021, c'est déjà demain. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre sur la table en tant que pays africains pour peser et peut-être obtenir quelque chose qui permettrait de véritablement avancer? Alors, on a pensé à beaucoup de choses. D'abord, mobiliser toute l'Afrique à travers ces communautés économiques régionales. Nous sommes au Gabon, nous allons travailler avec le ministre du Gabon, avec l'État gabonais, pour voir comment mobiliser toute l'Afrique centrale. Nous travaillons avec l'Afrique du Sud pour dire on mobilise la SADC. On va travailler avec l'Afrique de l'Est, on va travailler avec l'Afrique du Nord. Il faut que toute l'Afrique s'approprie du processus et organise avec le Sénégal ce forum. Ça, c'est une chose parce qu'en le faisant, politiquement, on va avoir un engagement fort qui va maintenant convaincre les uns et les autres au niveau de l'Union africaine qu'il faut mettre les ressources adéquates
au niveau de ce secteur. Et ça, c'est un des premiers objectifs que les autorités sénégalaises ont mis sur la table. Faire en sorte que ce forum soit un forum de décision politique importante. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui quelles seront ces décisions, mais elles seront de taille, elles seront de poids pour que, en matière de financement du secteur de l'eau, en matière de mobilisation politique, nous puissions peser sur la tendance actuelle de l'ODD6. Parce qu'il est clair aujourd'hui que si les pays africains acceptent la tendance actuelle, en 2030, au lieu d'atteindre l'accès universel à l'eau, on aura reculé en termes de taux d'accès par rapport à 2015. Ça veut dire qu'il y a donc besoin aujourd'hui de mobiliser l'Afrique. Et ça, c'est un de nos premiers objectifs. Le Forum mondial de l'eau de Dakar 2021, Forum africain, doit être un catalyseur pour l'accès universel à l'eau, en particulier en Afrique. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que cette problématique de la gestion concertée, de la coopération autour des bassins transfrontaliers, il faut qu'on avance. Tous les bassins... Il faut avancer et arriver à fédérer. À fédérer. Faire en sorte que tous les grands cours d'eau internationaux puissent disposer de mécanismes institutionnels, politiques, techniques qui leur permettent de gérer cette ressource de façon optimale et au bénéfice de tous les pays. Avec des décisions historiques qui vont fondamentalement changer et les mentalités et les pratiques, mais aussi et l'engagement au niveau international vis-à-vis de l'eau. Vivement Dakar 2021 et on espère que le continent africain fera ce saut de qualité au Forum mondial de l'eau de Dakar 2021. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui a eu pour thème aujourd'hui l'eau, source de vie qui se raréfie. Et sur ce plateau, M. Abdoulaye Sène, président du comité d'organisation du Forum mondial de l'eau Dakar 2021, que nous remercions au passage d'avoir accepté d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie et qui me réjouis véritablement de cet engagement de votre télévision par rapport à des problèmes de société, mais en particulier concernant ce thème central de l'eau. Et je souhaite que tout cela continue et nous comptons beaucoup sur votre contribution pour faire connaître davantage des enjeux de l'eau, mais surtout nous accompagner dans la préparation de ce forum. Avec plaisir, la direction de Label Radio et Télévision est tout oui pour justement vous accompagner. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.